J'ai fait un rêve, moi qui me nomme vraiment Martin, à la différence de ce Michael King qui se surnommait Luther. J'ai fait le rêve d'une France libre dans une Europe libre. Une France où il n'était pas de tradition de brûler des voitures le 1er de l'an, où les enfants pouvaient manger ce qu'ils voulaient dans les cantines scolaires, où le public applaudissait l'équipe nationale et elle seule, où on se battait pas à la Kalachnikov dans les rues de Marseille, où les banlieues étaient tranquilles et les jeunes filles s'y promenaient en robe le dimanche avec des bouquets de fleurs. C'était donc bien un rêve. Un rêve où le peuple français était sûr de lui et n'était plus dominé. Un rêve où le peuple français était fier de son histoire, de son passé, où il pouvait dire ce qu'il pense. Le rêve d'une France forte, souveraine, rendue à son destin et à son identité. Le rêve d'une France libérée par le FLN et l'OAS, le Front de Libération Nationale et son organisation armée secrète. Hélas, ce rêve se heurte aujourd'hui à un cauchemar qui domine notre vie quotidienne et que les médias nous vendent comme la réalité. Ce cauchemar, c'est la France de Hollande, c'est l'Europe de Bruxelles avec un petit bonus, la Grèce de Tsipras. Or, depuis saint Thomas d'Aquin au moins, nous aimons la réalité. Nous sommes du genre que l'utopie afflige. Nous savons que le monde est imparfait, mais nous ne le haïssons pas. Certains d'entre nous espèrent qu'il sera racheté, mais aucun n'est assez bête, assez vaniteux, assez vulgaire pour prétendre le redessiner. Et c'est pourquoi cet affreux cauchemar nous prend à contre-pied. Une inversion historique nous menace, terrible, sans précédent. La réalité est en train de se mettre du côté du cauchemar. Nadine Morano a tort. La France n'est plus un peuple blanc ni chrétien. Le pays réel est en train de se conformer au fantasme du pays légal. Les mosquées poussent de Strasbourg, disons à Bordeaux. Les enfants apprennent la théorie du genre. Et le premier prénom, du moins pour les nourrissons, le premier prénom wallon est Mohamed. Vous vous rendez compte? Allez, Mohamed, ne mets pas trop de beurre sur tes frites et ne va pas manger du jabon d'Ardenne avec tes copains toubab. Alors, on se pince, mais le cauchemar continue. L'utopie mortelle et stupide devient réalité. L'Europe se léopardise, d'Oslo à Lampedusa, de Bouillon à Braunau-sur-Lyn, du Champ des Merles à Saint-Denis. Or, nous avons soif d'un autre monde. Nous voulons sortir à tout prix de cette matrix complètement dingue. Nous avons besoin de toucher à nouveau le plancher des vaches. Pour cela, il faut agir en conquérant, comme disait Adinolfi tout à l'heure. Il faut vouloir nous imposer avec nos mythes et notre identité. Mais pour y arriver, il faut diagnostiquer correctement le monde malade qu'ils sont en train de nous dessiner. Dans une guerre, il faut désigner l'ennemi principal, sinon on se plante. Je prends un exemple récent. Marine Le Pen
au Parlement européen l'autre jour. Bon, ça a fait plaisir que de l'entendre secouer un peu les puissants du jour et rappeler la souveraineté nationale. Mais 2 éléments au moins rendent son diagnostic tout à fait insuffisant. D'abord, souveraineté sans identité n'est que ruine de la nation. Souveraineté sans identité n'est que ruine de la nation, ou bien unijambisme vain. Ensuite, Marine se trompe. Le petit Hollande n'est pas l'adjoint d'une chancelière toute puissante. François n'est pas le sous-fifre d'Angela. Ils sont tous deux les exécutants d'un pouvoir qui les dépasse tous les deux. Ce pouvoir vise le monde entier et procède d'une vision mondiale. C'est le mondialisme. C'est le dernier développement du cosmopolitisme. C'est une aggravation du cosmopolitisme. Le cosmopolite, en effet, se vantait d'être citoyen du monde. Le mondialiste impose à tout le monde de le devenir. Et c'est bien pire. Le cosmopolitisme, rêve chic de prince philosophe, est devenu le cauchemar des peuples. La licence de quelques poètes fous est devenue l'esclavage de l'humanité. Or, le meilleur du monde qu'on nous prépare ainsi a une origine. Le modèle qu'il se propose de réaliser a déjà été testé en laboratoire. Et ce laboratoire, c'est l'Amérique. Le prototype de notre cauchemar est vieux comme l'histoire moderne, c'est le Nouveau Monde, constitué après Christophe Colomb. Le cauchemar des nations, c'est le rêve américain. La matrice de la Matrix, c'est mon verre, Pierre, ce sont les États-Unis, je m'en fous, je prends la bouteille. La fusion, c'est pas grave, la fusion des 3 internationales. L'international du socialisme, l'international de l'or, l'international de l'humanitaire. Cette fusion qui a été lancée dès le début du XXe siècle, elle part de Manhattan. La convergence des blocs, c'est-à-dire la copulation entre le socialisme de l'Est et le marché de l'Ouest, entre les oligarchies de Moscou et de Washington, entre le totalitarisme soviétique et le totalitarisme démocratique, eh bien, cette convergence lancée dans les années 60, elle est partie de New York. Quant à la croissance des institutions internationales après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle part de la conférence de Los Angeles en 1946. À votre santé. Mais oui, c'est comme ça. C'est toujours été comme ça, l'extrême droite, Mon dernier bouquin, venons-en, analyse tout ça, et c'est pour ça que Roland m'a gentiment demandé de venir dire quelques mots. Il a pour titre 20 bonnes raisons d'être anti-américain. C'est naturellement une litote. En réalité, les bonnes raisons d'être anti-américain, il y en a 1000. J'en découvre chaque jour 2 ou 3. De Broadway à Hollywood, en passant par le taffetas ou la Syrie. C'est comme les dorifores à l'automne, on en trouve sous chaque pierre, dans l'histoire et dans l'actualité. Alors j'ai essayé de mettre un peu d'ordre, j'ai distingué 4 catégories, principales de raisons d'être anti-américain. 1. L'Amérique est dès l'origine l'ennemi de l'Europe. Dès l'origine. 2. L'Amérique est un concurrent victorieux qui impose son hégémonie au monde. 3. L'Amérique est notre professeur de sottise. Il nous enseigne des images frelatées, des besoins artificiels et des désirs délétères. 4. L'Amérique est la patrie du mondialisme, comme l'URSS était la patrie du communisme. L'Amérique est la cheftaine de l'URMM, l'Union des républiques modernes et morales, la grande entreprise actuelle d'asservissement par l'utopie. C'est bien que ce tableau va déprimer ceux qui, comme mon camarade Alain Sanders,
ont pu éprouver qu'il existe des Américains honorables et même des morceaux d'Amérique sains. Ils ajoutent que la guerre de sécession fut une guerre de conquête et d'extermination, en allemand Vernichtung, en hébreu Shoah, du Sud et de sa civilisation par le Nord. Mais justement, cela ne fait que confirmer. Faisons un peu d'histoire géo pour le montrer. 1. Regardons la carte. Et 2. Demandons-nous qui étaient les Yankees. Le Sud se composait en grande partie de la Louisiane, vendue par Napoléon en 1903. Cette étendue de terrain qui allait du Canada jusqu'au golfe du Mexique était immense, était plus vaste que les 13 colonies du Nord-Est qu'il achetait. Ainsi, l'Amérique, des puritains anglais et des sectes vétéro-testamentaires mit-elle la main pour moins de 15 millions de dollars sur l'Amérique française et civilisée. Accroissant sa puissance au long du 19e, elle allait tâcher de mettre cette proie au pas, mais n'y arrivant pas, elle a fini par la détruire en 1865 et la guerre de sécession. Ce même dessein, l'Amérique messianique yankee l'étend aujourd'hui au monde entier. On va prendre quelques exemples et on va s'apercevoir que dans les faits, les bonnes raisons d'être anti-américains se mélangent et se conjuguent. Quand on étudie, par exemple, la guerre américaine, on s'aperçoit que c'est à la fois une preuve que l'Amérique est une puissance ennemie, un moyen d'établir son hégémonie, naturellement, et en même temps un moyen de se faire avancer le gouvernement mondial. Ici, on va entrer dans le détail, car c'est toujours dans le détail que se trouve la vérité et le plaisir. Beaucoup de Français ignorent le vrai poids de notre pays dans l'indépendance des États-Unis. Il l'a financée, il l'a permise en battant la flotte anglaise, il l'a finalement vaincu sur le terrain. Il faut savoir qu'à la bataille décisive de Yorktown, il y avait plus de combattants français que d'Américains. Beaucoup de Français ignorent que 10 ans plus tard, le gouvernement US refusa de rembourser la dette contractée auprès de la France, choisit contre elle l'alliance anglaise et lança contre nous ce qu'on nomma une quasi-guerre navale. Ce rôle d'ennemi, les États-Unis ont continué de le tenir au XIXe siècle et, malgré les apparences, au XXe. Les 14 points du président Wilson en 1917, les plans financiers d'Hays et Young entre les deux guerres furent des moyens à la fois de monter l'Allemagne et la France l'une contre l'autre et d'affaiblir la France. Beaucoup de Français ignorent encore que le nombre de morts civils français de la façade atlantique sous les bombes américaines est 3 fois plus important que celui des morts militaires américains pendant la bataille de Normandie. Beaucoup de Français ignorent que le gouvernement américain a armé le Viet Minh contre la France et puissamment aidé le FNN en Algérie. Beaucoup de Français ignorent que des banquiers juifs américains ont fait Lénine en 17 et que Roosevelt a financé Staline en 41 par la loi Prébat. Ils ignorent que les choix stratégiques du général Eisenhower ont permis l'avancée de l'armée rouge, la déportation d'une dizaine de millions d'Allemands, la partition de l'Europe et la guerre froide. Cette fameuse guerre froide qui fut un système de soumission de l'Europe au condominium américano-soviétique. Les États-Unis profitent de cette ignorance encyclopédique. Personne, presque, de nos compatriotes n'a pris garde que la guerre est l'état normal de l'Amérique. C'est le ciment qui la constitue. C'est le fond de sa politique. Telle est d'ailleurs l'une des raisons de son soutien systématique à Israël, dont la guerre
est le berceau et le moyen de vivre. La guerre américaine est l'une des principales plaies du monde d'aujourd'hui. On le voit en Irak, en Syrie, en Afghanistan. On a compté que les États-Unis ont lancé plus de 200 conflits depuis 1945, sans compter ceux où ils n'apparaissent pas officiellement, mais qu'ils ont tout fait pour provoquer, comme par exemple l'Ukraine. C'est l'American Journal of Public Health qui le dit, tout en notant qu'aujourd'hui la proportion de civils dans les victimes de guerre atteint 80%. C'est important, cette proportion, ce n'est pas un détail. Tout l'effort de l'Église fut en effet, pendant des siècles, de distinguer les civils des combattants et d'imposer à la guerre des lois qui en limitent tant que faire se peut les dégâts. Et les juristes laïcs ont poursuivi dans cette voie avec la Convention de La Haye. Au contraire, les Yankees, eux, ont inventé, bien avant Mao Tse-tung, la guerre révolutionnaire, et bien avant Hitler, la guerre totale. Mais la guerre totale à leur manière, la manière des lâches et des bourreaux. Pour eux, le peuple civil est à la fois la cible, l'enjeu et le moyen de la guerre. Leur guerre est une guerre révolutionnaire, était totalement civile, sauf leurs bombes. Et voilà, et cela se vérifie, de la guerre de sécession à la guerre d'Irak. Permettez. Mais cette guerre américaine n'est pas seulement terrible par son ampleur, sa philosophie, ses moyens, elle est terrible par son but. Qu'est-ce qui fait en effet que les États-Unis sont toujours à la tête du camp du bien? Une fois qu'on a mis de côté les innombrables prétextes que la communication américaine invente, quel est toujours le but de la guerre américaine? Qu'est-ce qui en fait une guerre toujours juste, malgré ses moyens répugnants et inhumains? Réponse, ce but est d'imposer la démocratie. L'Amérique fait la guerre et fait faire la guerre pour imposer au monde la démocratie. Ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire son système de valeurs et d'organisation politique, l'idéologie qui lui permet de dominer, c'est-à-dire encore le rêve américain. Alors prenons un deuxième exemple pour changer les images. C'est important, les images. C'est avec des images qu'on mène les enfants et le monde. Voyez le petit noyé sur la plage turque, voyez le jeune juif du ghetto de Varsovie. Il est donc capital de savoir qui produit les images et qui en maîtrise la diffusion. Certains d'entre vous lisent peut-être Rivarol et ont peut-être vu deux papiers où j'établis un peu lourdement ce que Pierre-Antoine Cousteau crayonnait avec talent dès 1942 dans son Amérique juive, à savoir que de Broadway à Hollywood, toute la fabrique d'images et de rêves occidentales est aux mains de juifs venus de l'Europe de l'Est pour la plupart, eux-mêmes le revendiquent. Les dirigeants des États-Unis tiennent particulièrement à ce que ces images inondent le monde. Cela s'est vérifié lors des négociations qui ont entouré le fameux plan Marshall après la guerre, en particulier lors des accords Bloom-Burns. La condition sine qua non pour que le robinet à dollars s'en trouve était que l'invasion du cinéma américain. Ce qu'on sait moins, c'est que la guerre des images avait commencé dès la fin de la Première Guerre mondiale. Elle fut semée côté français de défaites et de reculades, et le ministre Jean Zay, malgré des cocoricots de toc, ne sut pas, ne put pas, ne voulut pas résister à ses frères de race. Dans cette affaire se rencontrent trois soucis. L'Amérique est en même temps
puissance hégémonique, professeur de sottises et précurseur dans le formatage d'une mentalité mondiale. Ce qui est vrai de la télévision, du cinéma, l'est aussi d'autres images, par exemple celle que répand le sport. Au fin fond de l'Afghanistan ou du Ghana, les gamins qui donnent des coups de pied dans des boules de papier portent des chemises frappées d'un Zlatan, d'un Messi ou d'un Ronaldinho. Et l'actuelle promotion du foot, du hand et du rugby féminin est l'un des moyens de la révolution féministe mondiale. Je n'ai pas l'intention de passer en revue, surtout que le temps passe, les voies par lesquelles l'Amérique impériale prépare la gouvernance globale en imposant peu à peu son modèle. Du gouvernement des juges à la révolution migratoire permanente, de la plutocratie intégrale à la confusion de la morale et de la politique, de l'espionnage étendu à tous, au vivre ensemble forcé. Un dénommé David Rotkopf, qui est directeur général du cabinet de consultants Kissinger, c'est du lourd, a résumé tout cela dans une phrase. Il y a un intérêt économique et politique des États-Unis de veiller à ce que, ce sont pas des stylistes, il y a donc un intérêt économique et politique des États-Unis de veiller à ce que, si le monde adopte une langue, ce soit l'anglais, et que, s'il s'oriente vers des normes communes en matière de communication, de sécurité et de qualité, ces normes soient américaines. Et que si ces différentes parties, les différentes parties du monde, sont reliées par la télévision, la radio et la musique, les programmes soient américains. Et que si s'élaborent des valeurs communes, ce soient des valeurs dans lesquelles les Américains se reconnaissent. Voilà qui a le mérite d'être limpide. L'Amérique doit conduire la gouvernance globale. Tout accident est bon pour pas y parvenir, du prétendu changement climatique aux fausses pandémies du style Ebola ou H1N1, et les ONG y pourvoient plus efficacement encore que les grandes organisations supranationales. Ceux que le détail intéresse liront mon livre avec profit. Il ne faut pas oublier la publicité. Il me semble plus urgent, pour terminer, de remonter à la racine philosophique et religieuse du messianisme américain et de ses applications pratiques. Je me suis demandé pourquoi, par exemple, en matière de migration, c'est à l'Europe qu'on demande de gros efforts et pas à la Chine, à l'Afrique du Sud, à l'Arabie Saoudite ou à l'Amérique. La densité de la population de l'Europe, malgré la catastrophe démographique qui nous frappe, reste 4 fois plus élevée que celle des États-Unis, 8 fois plus que celle de la Nouvelle-Zélande, 40 fois celle de l'Australie. L'ONU publie des rapports pour établir des migrants en Belgique, mais celle-ci est relativement 2 fois plus peuplée que la Chine. Merkel veut un quota de réfugiés pour les Pays-Bas, mais ceux-ci sont 3 fois plus bondés que l'Empire du Milieu. Alors, il faut chercher l'erreur, le loup, le lézard. Et le lézard est que le mondialisme américain en veut particulièrement à l'Europe. L'Europe est l'ennemi des gens qui dirigent les États-Unis. Ils la haïssent. Comment cela? Pourquoi cela? Qui sont ces gens? Comme les 3 mousquetaires, encore 2 minutes, ça ira, tout juste. Alors, il y a une 5e raison, et celle-ci est la plus grave. Il y a collusion, il y a conformité, il y a, homomorphisme entre la mentalité yankee et la mentalité juive. Cela fait de l'Amérique une théocratie maladive, dangereuse et ennemie de l'Europe. Et ça s'explique dès l'origine. L'histoire du XVIe et du XVIIe siècle est pleine de l'essor des Juifs séparades, marrans ou non, en Méditerranée et en Atlantique. Les marrans étaient des Juifs convertis de bouche, mais qui continuaient à judaïser en dessous, puis laissaient
faisaient à nouveau leur coming out à Amsterdam ou Constantinople. Cela produit au bout du compte une chaîne de relations continues entre protestants, juifs, marranes, sceptiques, déistes et athées. Cette chaîne a produit l'esprit dit moderne. L'historienne juive Blandine Barry-Criedel décrit la convergence des marranes et des protestants qui avaient fait de la Bible leurs livres de chevet qui se sont unis aux juifs dans le même combat contre Rome et contre la papauté. Elle y voit les fondateurs de la philosophie politique moderne qui sont très précisément et exclusivement des marranes et des protestants alliés et de façon très précise à les juifs. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est comment ça s'applique aux États-Unis. L'essayiste juif Daniel Lindenberg a écrit à ce sujet. À partir du XVIIIe siècle, les idées du judaïsme qui, depuis 200 ans, alimentaient de façon souterraine les dissidенces religieuses, trouvent un canal institutionnel. La franc-maçonnerie, créée au sein du dissent britannique, est saturée d'idées et de symboliques juives, et d'ajouter que les francs-maçons prirent grandement part à la Révolution américaine. Alors, ajoutons une chose pour terminer. Au WASP, qui haïssait la vieille Europe des puissances et de les Roms catholiques, se sont ajoutés à la fin du XIXe siècle 2 millions de juifs d'Europe de l'Est qui se sont installés aux États-Unis pour fuir l'empire des tsars. Il y a donc une concentration de haine de l'Europe aux États-Unis. Cette concentration de haine a engendré la vengeance soigneuse que Roosevelt a tirée du vieux continent et la politique des cercles mondialistes américains depuis. Alors, c'est ce qui explique le tour particulièrement mortel pour nous que prend la révolution migratoire, mentale, culturelle, spirituelle lancée par le mondialisme américain. Le chemin vers la gouvernance globale passe par la destruction de l'Europe. Il y a 7 ans, lors de l'élection d'Obama, je dénonçais la Shoah de la France et de l'Europe. Cette extermination s'accélère, hélas. Aucun dirigeant n'a tenté d'en freiner la marche. Il faut aujourd'hui en désigner clairement les coupables, je crois que je viens de le faire, et les combattre de toutes nos forces, sans la moindre hésitation. Car la France libre dans l'Europe libre, pour nous, ce n'est pas un rêve, c'est un devoir. Et ce devoir, nous allons l'accomplir.